Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je voudrais finaliser, je pense, la vidéo sur le symbole de pouvoir chez les Akans. Nous avons vu que le symbole principal, c'est le siège des ancêtres, c'est le tabouret des ancêtres, qui est d'abord un tabouret, symbole du lignage, du matrilignage, et que ce tabouret d'un lignage peut servir de base pour diriger un village, une chefferie, un royaume ou toute une confédération, voire un empire, comme on l'a vu dans le cas de l'Ashanti et de l'Akwamou. Alors nous voulons parler des autres symboles du pouvoir. À côté du siège des ancêtres, l'un des symboles du pouvoir important, c'est le tambour. Alors, il y a plusieurs types de tambours. Ce que les gens savent en général, ce sont les tambours jumelés, qu'on appelle atumbran en Agni, et que les locuteurs du cul appellent atumpam. Ces tambours jumelés, dont l'un est masculin et l'autre féminin, servent à parler. On appelle aussi les tambours parleurs. Parce que ces tambours-là transmettent des messages et parlent. Et c'est à partir de ces tambours-là qu'on a les textes tambourinés, dans lesquels il y a l'histoire officielle, il y a la vie des rois qui est décrite, il y a des pensées philosophiques qui sont émises, etc., à travers ces tambours-là. Je suis désolé pour le bruit que vous entendez. C'est un immeuble qu'on a érigé à côté de ma modeste maison, dans un quartier de Villa Basse. Mais voilà, on a fait un immeuble où les travaux ne finissent jamais. Et voilà ce bruit que vous entendez. J'espère que cela ne va pas trop gêner la vidéo. Des quartiers de Villa Basse, on nargue pratiquement le ministère de la Construction et de l'Urbanisme et on fait ce qu'on veut. Malheureusement, c'est à ça que je suis confronté. Maintenant, il y a le grand tambour. Le grand tambour, qui est le tambour principal dans ce qu'on appelle l'orchestre de tambour. Parce que quand il y a l'orchestre de tambour, il y a le grand tambour que les Baoul appellent Knikpri et que les Aïens appellent Kenenkpri, mais que les Ashanti appellent Fontomfrom. Là, c'est l'orchestre de tambour qui comprend et le grand tambour principal et les tambours jumelés. Et les tambours jumelés, qu'on appelle aussi les tambours qui jouent les textes tambourinés. C'est très important. Et ce ne sont pas toutes les chefferies qui ont droit à l'orchestre de tambour. Chez les Cuis, ils appellent ça Fontomfrom. Knikpri chez les Baoulés, Kenyankpri chez les Agnis. Ce n'est pas toutes les chefferies et tous les royaumes qui ont le grand tambour. Vous voyez, ce n'est pas toutes les chefferies qui ont le grand tambour. Ce sont les chefferies importantes qui ont le grand tambour. Et devant le grand tambour, même le roi s'incline. Même le roi là, il s'incline devant le grand tambour. L'inzma, ils appellent cela Edongbole. Voilà, Edongbole. Et quand quelqu'un a été jugé par le tribunal royal et même condamné à la peine capitale, mais s'il arrive à s'échapper et à venir toucher de ses mains le grand tambour, il n'est plus exécuté. Il n'est plus exécuté. La sentence n'est plus exécutoire. Donc vous voyez l'importance du tambour chez ces populations-là. Il y a aussi ce qu'on appelle les tambours de devise. Il y avait les tambours de devise que chez les locuteurs du Tui on appelle Tunisini. En Agni on appelle ça Clanzi.
Voilà. Les tambours de devise qui jouent la devise de quelqu'un. Chaque roi, quand il accède au pouvoir, il a une devise. Et même des citoyens ordinaires, enfin des gens ordinaires, pouvaient avoir leur tambour de devise. Voilà. Qui jouent leur devise. Voilà. Et leur devise, c'est un peu la pensée philosophique principale qui guide leur vie. Voilà. Alors, au niveau des peuples akan-lagunaires, les classes d'âge avaient leur tambour. Chaque classe d'âge avait son tambour et qui jouait aussi sa devise. Voilà. Et chez ces populations-là notamment, hein, les tambours de classe d'âge disaient des textes que les membres de la classe d'âge connaissaient. Cela leur permettait de se rassembler. Cela leur permettait de communiquer entre eux, notamment en cas de guerre sur le champ de bataille. Un autre symbole important du pouvoir, c'est le sabre. Le sabre est symbole du pouvoir militaire du roi ou du chef, mais aussi du pouvoir judiciaire du roi. C'est pour ça qu'il y a certains sabres qui ont un seul manche, mais deux lames. Une lame tournée vers la droite, une autre lame tournée vers la gauche. Pour dire que la lame de la gauche condamne, mais la lame de la droite innocente. Voilà. Donc vous voyez que les symboles du pouvoir chez ces populations-là sont très très importants. Et justement, les bourreaux, ceux qui exécutaient, disons, les sentences capitales, souvent étaient détenteurs du sabre au nom du roi. Voilà, c'est eux qui tenaient le sabre. Notamment dans le Dankira, le sabre principal royal s'appelait Sasatia et était aux mains des bourreaux. C'est avec ça qu'on utilisait pour les sentences capitales. Dans la Chanti, il y avait plusieurs sabres. Hein. Il y avait le sabre Bosumuru, Mpomponcio. Hein. Par exemple, Mpomponcio, ça veut dire plusieurs rivières. Voilà, plusieurs rivières. Et par exemple, le sabre Bosumuru, c'était le sabre qui était lié à un génie, un esprit qu'on appelle Bosumuru. Et puis, il y avait le sabre Djapetia, etc. Différents sabres. Et avec ces différents sabres-là, les différents chefs de la Confédération Ashanti, selon leur statut, prêtaient serment avec ces sabres-là devant le roi des Ashanti. Alors, donc c'est ça. Et donc ce sabre, les sabres donc, servent aussi à prêter serment. Et même dans le cas, disons, des Akans lagunaires, eh bien, le chef de la classe d'âge avait un sabre et le chef guerrier aussi avait un sabre. Voilà. À côté du sabre comme symbole du pouvoir, vous avez la canne. La canne qu'ont les porte-cannes. Voilà. D'ailleurs, chez les Agnis, on dit pomafouet, c'est-à-dire celui qui tient la canne. Mais chez les locuteurs du Twi, on insiste plutôt sur l'aspect parole. On dit Tiame. Le porte-parole s'appelle Tiame. Voilà, donc il parle au nom du roi. Et sa canne-là est souvent surmontée d'un symbole, qui est le symbole que le roi veut afficher. Par exemple, chez les Ashanti, il y avait des cannes qui étaient surmontées du porc-épic, qui est le symbole des Ashanti, le porc-épic. Voilà, Kotoko, le porc-épic. Vous avez par exemple dans le royaume Aranta, la canne qui était surmontée d'une poule et de ses poussins pour montrer le rôle protecteur du roi de l'Aranta vis-à-vis de son peuple. La canne par exemple du roi du Dankira était faite à base, disons, avec le bois du palmier à huile, symbole, disons, du pouvoir du lignage royal Agona du Dankira. Voilà. Donc, quand une telle canne est transportée par les porte-cannes ou les porte-paroles, porte-canne, Pamafoué, porte-parole, Tchame, ben, cela veut dire que c'est le roi même qui est en présence de vous.
Et quand il parle au nom du roi. Si vous le bafouez, cela veut dire que c'est le roi lui-même que vous avez bafoué. Donc vous voyez que le symbole qu'est la canne est un symbole très 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 important. C'est un symbole important. Alors, un autre symbole, mais qui lui est moins important, ce sont les sandales royales. Ce sont les sandales royales. Et bon, le roi a souvent différentes sandales. Ces sandales. Depuis même les Nessoutes en Égypte antique, on voit l'importance des sandales. D'ailleurs, dans le royaume du Dahomey, mais c'était le roi seul qui avait le droit de porter des sandales. Les sujets n'avaient pas le droit de porter des sandales, ils allaient pieds nus. Donc vous voyez l'importance des sandales. Mais chez les Akans, le roi avait différentes sandales avec souvent des motifs qui exprimaient, disons, son humeur ou, disons, son attitude du jour. Si vous voyez par exemple le roi qui porte des sandales qui sont décorées avec des étoiles, bon, c'est que ce jour-là, bon, il est en joie, bon, il est content, etc. Donc, il y avait différents symboles sur les sandales. Mais surtout, c'est quand un roi est déposé qu'on voit alors la place des sandales et du pagne d'apparat, parce que les rois étaient habillés avec des pagnes d'apparat, des quintets de grande valeur. Et quand le roi est déposé, bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Hein, ça peut arriver. On a vu le roi des Ashanti, Kofi Karikare, être déposé en 1875. Et quand le roi est déposé, qu'est-ce qu'on fait? On lui retire ses sandales. Les anciens, les notables lui retirent ses sandales, lui retire son paille d'apparat, comme pour dire que le roi est nu. Voilà. On lui retire son paille d'apparat. Et alors, les anciens donc prononcent le serment pour dire à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre roi. Je crois que j'ai fait une vidéo où je parle un peu de cette situation. Et puis vous avez aussi l'un des symboles du pouvoir, c'est le hamac. C'est le hamac, qu'en langue Kwi on appelle apakam. C'est des sortes de parasols de grande taille. Et ce n'est pas tous les chefs qui avaient droit d'avoir des parasols. Pardon, et le hamac, c'est plutôt une sorte de... bon, c'est une sorte de support sur lequel le roi s'assied et il est porté. Il est porté par des porteurs. Pour ne pas me répéter, il est porté par des porteurs. Donc, ce ne sont pas toutes les chefferies qui avaient droit au hamac ou qui avaient droit aux grandes parasols. Voilà, qui avaient droit aux grandes parasols. Voilà. Ce sont les chefferies importantes qui ont droit au hamac où le roi est porté et puis qui ont droit au parasol, apakam. Apakam pour le hamac. À côté de cela, le dernier symbole du pouvoir, c'est le pouvoir financier qui est représenté par ce qu'on appelle le paquet qui contient des symboles, qui contient ce qu'on appelle les poids quand peser de l'or. Mais en fait, ce n'est pas des poids pour peser de l'or, mais ce sont des poids monnaie. Quand on sort une figurine, cette figurine déjà indique une quantité de poudre d'or précise. Et cette institution est appelée Dja par les Agnis et les Baoulés, est appelée Sana par les Ashanti. Mais le roi, lui, il a, disons, le paquet le plus important. C'est comme ça. Donc, par exemple, chez les locuteurs du Twi, ce paquet là est appelé Sana Kesse, c'est-à-dire le grand Sana, c'est-à-dire le grand paquet pour le pouvoir financier, donc pour la poudre d'or. Voilà. Par exemple, dans le Sanvi, mais celui qui était chargé de s'occuper des finances du roi, on l'appelait Sanvefoué. Cela veut dire le porteur de la clé. Donc vous voyez l'importance du pouvoir financier. Et chez les locuteurs du Twi, il était appelé Sanahene, c'est-à-dire le chef du Sana, le chef, disons, du pouvoir financier du roi. Voilà un peu ce qu'il faut savoir sur les autres symboles du pouvoir. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que je risquais de l'oublier. Il fallait que je finalise ce qui concerne les autres symboles du pouvoir, alors qu'il y a plusieurs semaines que j'ai fait
la vidéo sur l'importance du symbole du pouvoir qui repose sur le siège des ancêtres. Malheureusement, ce moment a coïncidé avec ces travaux dans cet immeuble-là qui vraiment me gêne énormément et qui ne respecte pas du tout les règles édictées par le ministère de la Construction. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Pourvu que ce que j'ai dit là soit audible, je vais voir. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire, une université qui se trouve dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.